Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le mardi 26 mai 2026, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Alors, ça fait une bonne dizaine de jours là que je ne vous ai pas mis à jour sur le marché. Vous allez voir que on a enfin eu, j'espère, vous allez voir que c'est pas encore sûr à 100%. Il faut qu'on casse un certain niveau. Vous allez voir en daily pour qu'on confirme que le top qu'on a fait vers les 82-83 000 dollars soit réellement le top. Mais vous allez voir que c'est plutôt bien parti pour. Et comme on l'a vu ensemble là sur, je sais pas, les dernières semaines, les dernières vidéos, on est vraiment, personnellement, je suis vraiment dans le scénario, dans l'optique d'aller chercher, en fait, si vous voulez, un plus bas vers les 60 000 dollars et aller chercher un deuxième bottom ou même aller percer plus bas éventuellement vers les 50 000 dollars, ce serait le top. Et du coup, se positionner en short pour surfer ce mouvement-là à la baisse et de profiter de cette baisse qu'on peut avoir du marché pour récupérer un maximum de liquidité. Et quand on se retrouvera vers les 60 000 ou 50 000 dollars pour avoir un maximum de liquidité à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Après, ça c'est en théorie. En concret, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à rentrer en short et c'est pas facile parce que pour avoir testé pas mal de fois où on s'est pris, je me suis pris quand même quelques SL, c'est plus dur de rentrer. Je trouve que la dernière fois, quand j'étais rentré sur les 98 000, on était pile sur le top du Dead Cat Bounce avant que je jette. Mais bon, vous allez voir que c'est pas foutu non plus, même si on est passé de 82 à 76 000 dollars, on a quand même des zones qui sont vraiment intéressantes où on peut rentrer en short. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Et quand on combine un peu tout, que ce soit au niveau, vous allez voir, de certaines figures chartistes, avec aussi les FSG et surtout les zones de liquidité à aller chercher au niveau des longues, et ben on se retrouve avec des zones juste au-dessus, vers les 79 000 et jusqu'à 82 000, qui sont hyper intéressantes pour se mettre en position short. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et je vais vous montrer aussi une petite analyse là que j'ai faite sur BTC, plus cette fois-ci sur du moyen long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc pour ça, on commence directement avec l'Iran qui lance Hormuz Safe. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est assez intéressant. Alors ce serait en gros, on a déjà entendu parler puisqu'on l'a déjà fait, mais ils se sont fait geler une partie de leur avoir en crypto. En gros, tous les navires qui traversent le détroit d'Hormuz, ils veulent que maintenant ce soit payé en Bitcoin pour ne pas être, si vous voulez, dépendant de la monnaie classique qu'on a comme les dollars, qui peut être bloqué, qui peut être mis sous restriction suivant les pays, y compris surtout les US, qui commençaient déjà à geler pas mal de comptes en Iran, qui ont bloqué plusieurs milliards de dollars qui appartiennent au régime iranien, en bloquant les comptes bancaires, en bloquant aussi les USDT, vu que c'est Tether qui est derrière, qui centralise l'USDT, ils peuvent geler, si vous voulez, les comptes USDT. Par contre, le Bitcoin, vous connaissez, c'est décentralisé, donc s'ils accumulent du Bitcoin, les US, ils pourront rien faire. C'est pour ça qu'ils lancent ça, et du coup, c'est estimé jusqu'à 10 millions, j'allais dire, mais non, les gars, c'est 10 milliards. Attendez, même j'ai un doute. Ouais, non, c'est bien ça, 10 milliards de dollars de revenus estimés. Donc, à voir ce que ça donne, comment ça va être mis en place, est-ce que ça a réellement marché, etc. Mais c'est vraiment un cas concret. Vous voyez, là, on a vraiment Bitcoin qui est utilisé dans un cas concret pour détourner une restriction de centralisation qu'on a au niveau d'un problème économique. Et encore une fois, vous voyez, Bitcoin, c'est vraiment un outil. Ça veut dire que il ne va pas être utilisé dans le camp du bien ou dans le camp du mal, ou de toute façon, il n'y a pas de bien et de mal en général, c'est plus tendance que ça, mais il va être utilisé par n'importe qui, pour n'importe quelle raison. Et c'est juste un outil qu'on va utiliser pour décentraliser un moyen de paiement, un moyen d'action via le paiement du coup en Bitcoin. Et c'est uniquement ça en fait qu'il faut voir, et pas forcément le jugement de est-ce que c'est bien ou pas. Parce que c'est comme, si vous voulez, je sais pas, c'est comme un couteau. Un couteau on peut tuer, mais aussi on peut couper des carottes et être en bonne santé. Donc c'est hyper intéressant comme exemple, et ça fait penser un peu à ce qu'on avait eu avec Wikileaks, où on avait pareil le Bitcoin qui était utilisé comme monnaie pour décentraliser en fait tout ça. Allez, on passe sur du coup la grosse analyse là, que je vous ai faite plus au niveau moyen terme sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors je vais la résumer parce qu'elle est un peu longue, mais en gros, là je pars sur du weekly. Je dis que BTC en weekly, ça sent pas très bon, et que encore une fois, je ressors le ruban de moyenne mobile. Mais les gars, ce ruban, c'est vraiment un ruban banger, parce que regardez ça déjà. Si on se penche sur, alors je vais expliquer ici aussi après, mais si on se penche sur la tendance haussière qu'on a suivie sur tout le bull run de 2023, 2024, 2025 sur Bitcoin, et le ruban de moyenne mobile a extrêmement bien marché. Et c'est vrai que à l'époque sur Twitter, souvent on se foutait un peu de ma gueule en disant ça, il a sorti le ruban LGBT, etc. Mais c'est un ruban qui marche très bien, parce que c'est pas magique, c'est juste des moyennes mobiles. En fait, ça suit la tendance qu'on a en weekly, mais je trouve que ce paramétrage de ce ruban de moyenne mobile sur la tendance weekly,
c'est le plus propre qu'on puisse faire en termes de suivi de tendance. Et ouais, ça a très bien marché parce que en 2023, quand on a commencé à passer au-dessus du ruban, moi je vous avais dit que là on passait vraiment dans une phase où on commençait à être très haussier et que on allait enclencher en fait le bull run. Et on était sur les 27 000 $, vous voyez, 26 000 $ au moment où on est passé. Et en fait, tout le long, vous voyez, on a suivi la tendance en suivant le ruban. Et on est venu s'appuyer une première fois ici, donc c'était vers juillet, août 2024, où du coup, pareil, j'avais pu racheter le bottom à ce niveau-là, c'était sympa. Et où, rappelez-vous, j'avais posé mon énorme long sur Ethereum, que je m'étais fait d'ailleurs stop loss après ici. Mais bref, vous voyez, on était venu s'appuyer dans le nuage, enfin pas dans le nuage, mais dans le ruban weekly. Ici, on était remonté. Et en fait, tant qu'on ne fait pas de clôture weekly sous ce ruban, on sauvegarde, si vous voulez, la tendance de fond qui est haussière. Même chose ici, quand on est revenu avec les tarifs douaniers de Trump en 2025, s'appuyer dans le ruban, pareil, c'est-à-dire je vous explique la même chose, tant qu'on ne casse pas la clôture en dessous du ruban, vraiment on garde la tendance haussière et il faut privilégier un bottom pour une prochaine remontée. Donc là aussi, ça avait permis de racheter à ce niveau-là, et derrière on a remonté, on allait chercher le top vers les 125 000 $, et ensuite, vous voyez, au moment où on a cassé le ruban pile sur les 98 000 $, qu'est-ce qui s'est passé? On a enclenché une tendance baissière, vous voyez, on est venu chercher une mèche et là on a posé nos clôtures weekly et c'est à ce moment-là qu'on a fait la clôture weekly à 98 000 $ que je dis que moi je passais baissier et que je visais plutôt un bear market que du coup une continuité de bull run parce qu'en fait tout simplement on était en train de casser la tendance baissière qu'on avait ici en weekly. Et ouais, ça a extrêmement bien marché parce que derrière on casse la tendance weekly avec le passage sous le ruban et derrière qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher un premier bottom, on rebondit et exactement pareil que ce qu'on a ici en rebondissant dans le ruban à la hausse, donc c'est-à-dire en rebondissant par le dessus, donc on monte, on rebondit dedans, on remonte, on rebondit dedans, etc. Et bien là, à l'inverse, en tendance baissière, on va rebondir par le bas, c'est-à-dire qu'on va venir en bas du ruban, on va revenir le tester en haut ici, et on s'est rejeté, on revient dedans, et on s'est rejeté, etc., etc. Et donc là, même histoire, hein, quand j'avais posé mon short sur les 98 000 à cet endroit-là, je shortais parce que vous voyez, on avait le cluster de ruban, donc il fallait plutôt privilégier une continuité d'une tendance baissière weekly que de favoriser une cassure de la tendance, alors qu'on n'avait rien encore qui nous donnait ce signal-là. Et si vous voulez, c'est la même chose pour ici. Moi, à chaque fois, je jouais la continuation de tendance parce que, tout simplement, quand tu es dans une tendance qui est haussière, il faut mieux suivre la tendance que c'est de parier l'inverse. Parce que plus de fois, vous allez gagner plus de fois en suivant une tendance weekly qu'en essayant d'anticiper la cassure de celle-ci. Et donc là, même chose ici, vous voyez, on suit la tendance, paf, on descend, on revient chercher un point bas, et là, on remonte dans le rebond. Et là, actuellement, on est actuellement pile dans le ruban, donc pile sur les niveaux qu'en général, on vient chercher pour donc soit aller chercher un bottom quand on est en tendance haussière, soit un top quand on est dans une tendance baissière comme celle-ci. Et vous voyez, en général, regardez, on vient s'appuyer assez profond dans le ruban, même pour faire une mèche en dessous. Même chose ici, on vient s'appuyer sur la dernière ligne du ruban ici. Et quand là, on est venu sur les 98 000, vous voyez, la mèche est venue aussi dans les dernières lignes du ruban. Là, actuellement, on a bien entamé le ruban, vous voyez, on est venu aussi dans les dernières lignes, mais on a encore de marge, vous voyez, pour aller chercher plus haut. Et le haut du ruban ici, il n'est pas si haut que ça non plus, il est vers 85 000. Et donc, vous voyez, il y a une probabilité, il y a une possibilité qu'on vienne rebondir. Moi, je vise vraiment un short, vous voyez, plutôt dans cette zone-là, entre les 79 000 et 89 000 ici. Mais on a toujours une probabilité de revenir plus haut dans le ruban, vers les 85 000, avant de repartir à la baisse. Vous voyez, c'est pas impossible. Mais en tout cas, le scénario que je privilégie personnellement, c'est toujours ce suivi de tendance, du coup, à la baisse en weekly, et du coup, le rejet du cours sur ce ruban pour aller chercher plus bas, un nouveau plus bas, éventuellement les 60 000, même voire plus bas vers les 50, ce serait le top. Après, dans le cas contraire, bien sûr, ouais, comme j'explique ici, si on vient clôturer au-dessus du ruban et de la FG Weekly à plus de coût de 86 000 $, j'envisagerais alors un retournement de tendance. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et donc, il faudrait qu'on ait une clôture qui passe au-dessus de la FG Weekly, de la grosse FG Weekly ici, qu'on revient tester. Comme là, on revient tester la FG, le ruban, paf, on se fait rejeter. On a testé la FG et le ruban, on se fait rejeter. Mais si on passe au-dessus de la FG plus du ruban, là, on a une dynamique qui est complètement différente parce que ça veut dire qu'on inverse la tendance weekly, on casse la tendance weekly qu'on a ici, et du coup, on peut envisager de repartir dans une nouvelle phase haussière, dans un nouveau bull run. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas une clôture weekly au-dessus des 86 000, surtout 87 000 $, moi, j'envisage pas en tout cas ce scénario-là. Et c'est pas celui à privilégier, en tout cas. Et le dernier point par rapport à ça, c'est tout le FOMO qu'on est revenu sur les derniers jours, semaines, avec toutes les news comme Clarity Act, le changement directoire de la Fed, etc. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis Bitcoin, attention, double piège en cours, et je vous avais pas mal parlé du FOMO. J'avais fait des gros points là, sur le FOMO arrive, etc. Sur le FOMO, pourquoi ? Parce qu'on sentait un peu de FOMO arriver. On sentait que là, avec les news qu'on avait, comme le Clarity Act, le changement du directeur de la Fed, etc., on avait pas mal de news qui a été bullish en théorie, mais qui sont pas assez importantes, selon moi, pour relancer un Bitcoin vers de nouveaux plus hauts sur des ATH. Et du coup, en fait, ce genre de news, c'est juste des news qui sont là pour faire FOMO les gens sur un petit rebond avant de repartir à baisse. Et ça, les gars, c'est la classique. On a eu la même chose sur le Dead Cat Bounce. Rappelez-vous, quand on était sur les 98 000 $, on avait plein de petites news comme ça qui espéraient faire repartir le marché, mais ça suffisait pas. Et du coup, en fait, derrière, c'est ce qui fait FOMO les gens
sur ces points-là avant de repartir à la baisse. Et là, si vous voulez, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on était ici, c'était catastrophique. Et dès qu'on a commencé à remonter, plus on a remonté, plus on avait un peu de FOMO qui s'installait avec des news qui tombaient. Et là, à ce moment-là, vous voyez, la semaine quand on était d'ailleurs sur le top, le jour où on a eu le Clarity Act, c'était le jour où on a eu le top sur BTC, il me semble. Et c'est à ce moment-là, on avait le pic de FOMO de ce que j'ai vu sur Twitter. Et c'est à ce moment-là aussi, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe parce que je l'ai vu 10 000 fois, ce scénario-là, où en fait, t'as un rebond. T'as le FOMO qui se réinstalle, des news qui sortent par-ci par-là, t'as l'impression que ça va repartir. Et en fait, c'est une fausse impression. Parce que pour repartir réellement en tendance haussière, il faut du lourd. Et en fait, Clarity Act, par exemple, c'est une bonne news, mais ça va clairement pas suffire. Pareil pour le directeur de la Fed. C'est-à-dire que l'impact réel sur les marchés tout de suite, il n'est pas assez tangible, il n'est pas direct pour que ça fasse repartir les marchés. Et quand tu vois que Bitcoin, il peine à rebondir, il nous fait un tout petit pourcentage de rebond, alors que derrière, tu as un S&P qui s'envole sur des plus hauts et que tout explose alors que Bitcoin, lui, reste très très bas avec peu de volume, peu de momentum. Pour moi, il y a tellement pas de raison en fait qu'on reparte en bull run avec plein de volume, plein de FOMO, alors qu'il y a rien de ça, alors que pour l'instant tous les autres marchés sont en hausse quoi. C'est pour ça, faire gaffe à ce FOMO là, et c'est pour ça que j'ai envie plutôt de me positionner en short. Autre chose aussi à surveiller qui est hyper intéressant, vous voyez, c'est le dollar. Alors là, c'est graphique de Tom Crypto qui nous montre. Alors c'est vraiment le range du dollar qu'on parle depuis pas mal de temps. Mais ouais, c'est intéressant parce que vraiment, ce range-là, on est venu le tester une fois, deux fois. Là, on est venu chercher à liquider en dessous. Et là, en fait, on continue à ranger. Ce range-là, si on le casse ici, on risque d'avoir une accélération haussière du dollar. Et là, ça risque d'être vraiment, 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 vraiment baissier pour BTC. Et je pense que ça peut coïncider avec la dernière phase de baisse de BTC. Ça veut dire que là, si on a notre BTC qui accélère à la baisse ici, ça peut se jouer en même temps avec du coup le déclenchement du dollar à la hausse qui enclencherait ce mouvement de baisse de BTC. Parce que comme vous le savez, à chaque fois, on a une corrélation qui est très forte entre le dollar et le BTC. Et dès qu'on a un dollar qui pump, on a un BTC qui dump. Donc ça, vraiment à surveiller. Autre chose aussi, vous voyez, l'USDT .D, c'est la capitalisation, le market cap des stablecoins en dominance. Et en gros, la même chose, à chaque fois qu'on a ce market cap-là, cette dominance-là qui monte, et ben, on a en général un marché qui va chuter. Ouais, de nouveau, on l'a très bien vu ici, de janvier à février, quand on a eu le market cap, la dominance des stablecoins qui a explosé, on a eu un Bitcoin qui a chuté. Et là, vous voyez, on revient parfaitement chercher la FGC, on vient sweep ici, juste là, et là, on est éventuellement prêt à repartir, et ça pourrait aussi coïncider avec une baisse de BTC et avec aussi le dollar. Ah, et maintenant, on passe sur plutôt analyse court terme. Alors ça, j'ai mis le tweet il y a quelques heures, et je dis petite chasse de liquidité au nord avec une épaule tête-épaule inversée avant de plonger à 60K. Ce serait pas trop demandé. Franchement, ça serait le top. Et je dis en dessous que voilà, j'attends le setup parfait que je n'aurai jamais pour mon short. Souvent, ça arrive. Tu attends le setup parfait et au final, tu l'as pas. Et ça fout le seum parce que tu loupes ton plan en fait de base. En gros, il marche. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, je vise un short BTC pour viser les 60 000, 50 000 dollars. Et ça va peut-être marcher, ça a sûrement marché. Mais si ça marche pas, mais si ça marche et j'ai pas pu rentrer en short parce que j'attendais le setup optimal, ça fout le seum, quoi. Parce qu'en fait, tu as raison sur tout, mais sur la petite entrée qui se fait à court terme, t'arrives pas à la choper, quoi. Ça, c'est dommage. Mais bon, on va voir. Et ça, c'est intéressant. Ouais, on a vraiment une épaule, tête-épaule qui se met en place. On a des zones de liquidité, ouais, à aller chercher. On le voit avec CoinClass, c'est assez impressionnant. Et toute la zone de liquidité qu'on a ici au-dessus, entre 79 000, 80 000, et surtout l'énorme cluster de liquidation de longue qu'on a au-dessus sur les plus hauts à 82 000, ça pourrait être vraiment intéressant d'aller chercher tout ça. Et du coup, ça nous donnera un truc comme ça, vous voyez, paf, 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 épaule, tête, épaule, on revient chercher ça, et ensuite on jute. Et du coup, l'optimal pour moi serait de rentrer en short dans ces zones-là, dans ces zones juste ici. Bon, justement, on peut aller voir ça sur BTC. Et en gros, alors c'est pas parce que on a une épaule, tête, épaule qui se met en place que ça va forcément marcher, vous voyez. Alors figure, chartiste classique, hein. Vous avez les épaules, tête, épaule, comme ça, et en gros, quand vous cassez la ligne ici, paf, paf, ça accélère à baisse, vous prenez l'entrée ici, ça repart à la sortie, et ça nous donne la target. Et à l'inverse, on a les épaules, tête, épaule inversées, du coup. Donc ça veut dire épaule ici, tête, épaule. Et quand on casse ça, paf, pareil, on prend l'entrée, on prend la sortie et on va chercher l'objectif. Et là, en gros, en 4 heures, c'est un peu ce qu'on forme. On a vraiment cette longue descente. La première épaule, on va chercher la tête ici, on va chercher la deuxième épaule. Et là, dans l'optimal, on peut aller chercher un peu plus bas, comme on est en train de le faire actuellement, pour ensuite monter et aller chercher l'objectif de la target. Vous voyez, on peut regarder l'entrée, hop, ici, reporter à la cassure à ce moment-là. Et oui, on peut vraiment aller chercher les 80 000, 82 000 dollars, ce qui correspond un peu aux zones de liquidité qu'on a, rappelez-vous, sur CoinClass, qui sont dans ces zones-là. C'est-à-dire que là, on a vraiment deux clusters de liquidité, vous voyez, qui sont ici, 79 000, 80 000, juste là, et surtout le gros qu'on a au-dessus, à 82, 83 000, qui est vraiment important, qui est ici. Et c'est logique, hein, parce que ça correspond au plus haut qu'on n'est pas allé chasser, en fait.
C'est-à-dire que là, vraiment, on a vraiment fait un top merdique. C'est-à-dire dans le sens où, vous voyez, on a laissé pas mal de liquidité sur tous ces niveaux-là. Et en fait, le top pour faire un top, top du top, top pour faire un top du top. Bref, le top, c'est faire un truc comme ça. C'est-à-dire que tu fais un petit top ici, et ensuite tu reviens, sweep le top pour aller chercher les liquidités des gens qui ont laissé leur stop loss, et ensuite, bam, tu plonges. Ou alors, s'il n'y a pas trop de liquidité, tu fais un premier top, et ensuite, tu viens chercher les FG que tu as laissés ici, et là, tu replonges s'il n'y a pas trop de liquidité au-dessus. Mais là, ce qu'on a fait, c'est pas optimal, parce qu'en fait, on est cherché un premier top, on est venu chercher les FG, vous voyez, et on n'est pas venu chercher en fait les plus hauts avec les liquidités, et ensuite, on est revenu faire pareil, et on est revenu faire pareil, en fait. Et du coup, au final, ce qui fait que bah, tu as énormément de gens qui sont rentrés. Parce que tu as des gens, ils sont rentrés ici, en short, en mettant leur liquidité ici. Tu en as d'autres qui sont re-rentrés là, qui sont re-rentrés là, qui sont re-rentrés là. Et du coup, tout s'accumule. Ce qui fait qu'au final, on a énormément de liquidité, vous voyez, à ce niveau-là. Parce que tout a été accumulé ici. Et du coup, c'est pour ça que pour le marché, ça peut être intéressant de venir sortir tout ça avant de plonger. Et avec l'épaule, tête, épaule qu'on a ici, ce serait pas déconnant d'avoir une figure haussière là qui vient chercher ces zones-là. À voir. Après, ce qui me fout un peu le doute, c'est le ruban. Alors, pas le ruban weekly, mais le ruban en daily. Et ça, quand je passe hop en daily, juste ici. Vous voyez, de nouveau, le ruban, il est intéressant à suivre. Alors, il n'est pas parfait, mais regardez par exemple ici en daily, vous voyez, c'est intéressant. On passe en dessous, on vient le tester, on se fait rejeter. On vient le tester, on se fait rejeter. Ensuite, on revient dedans, on se fait rejeter, rejeter, rejeter. Et là, vous voyez, on passe au-dessus. On passe au-dessus, on vient s'appuyer dedans. Donc là, vraiment, c'est tendance daily, donc ça va beaucoup plus rapide. Enfin, on casse et on repasse au-dessus, en dessous, beaucoup plus souvent qu'en weekly. Et vous voyez, on rebondit dedans, on vient chercher notre top, et une fois qu'on passe en dessous, ça y est, c'est terminé. Vous voyez, on revient le tester, et là, on garde la tendance daily baissière jusqu'au moment où on repasse au-dessus ici. Et là, même chose, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on est dedans, on est dessous, on passe au-dessus ici, on revient s'appuyer dedans, on revient s'appuyer dedans, on reste au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et là, vous voyez, on vient s'appuyer dedans. Et en fait, quand on était ici, on s'appuyait dedans, je me disais, là, on pouvait encore rebondir, aller chercher notre target et ensuite chuter. Et le truc, c'est que regardez ça, on a fait la clôture daily bien en dessous ici du ruban, vous voyez. Mais on l'a direct intégré après. Et ça peut être piégeur. Parce que regardez par exemple, ici, vous voyez, on est venu passer au-dessus du ruban, on a clôture au-dessus. Et pourtant, derrière, on a repassé à la baisse avant de repartir. Et en fait, ça reste des mots immobiles. Et du coup, des fois, tu as des clôtures qui sont en dessous, alors que derrière, on rattrape la tendance. Et en fait, si vous voulez, c'est comme quand on a un range, et que par exemple, là, en range, et ben souvent, on va pas casser comme ça à la hausse, mais on va plutôt faire une déviation à la baisse pour faire croire qu'on casse, et finalement, on casse de l'autre côté. Et du coup, il faut vraiment se méfier de ce genre de petites patterns comme ça, parce qu'en fait, on a la tendance ici, du coup, on se dit, ça y est, ça casse, ça va partir à la baisse, alors qu'en fait, pas la majorité du temps, mais à certains moments, quand on va aller dans l'autre direction, on passe juste une petite clôture en dessous pour sortir un maximum de gens, et ensuite aller chercher en haut, et après repartir. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, le ruban qu'on a là, ok, on l'a cassé, mais est-ce que c'est pas une déviation comme on l'a eu ici avant de repartir? Ça, c'est clairement faisable. Donc voilà, je me précipite pas. Perso, j'attends ces niveaux-là pour passer en short. Après, derrière, moi, vraiment, l'objectif, c'est pas d'essayer d'être trop, comme j'ai pu le faire avant ici, d'être trop dans le court terme et c'est vraiment de shorter avec un stop loss très très serré parce que j'ai plutôt un horizon voilà, de TP qui est assez bas, vers les 60 000, même voire 50 000. Et quand on regarde du coup en weekly, hop, avec le ruban juste là, vous voyez, c'est quand même large. C'est-à-dire que là, on a tout le ruban qui est d'ici à ici, et le ruban, il monte jusqu'à 85 000. Donc, vous voyez, on peut très bien faire une mèche qui remonte ici aux 85 000 avant de chuter. Et c'est pour ça que le stop loss, il faut le mettre assez large. Et vous voyez, là, j'ai mis un trait ici. Ce serait mon stop loss idéal vers les 87 000. C'est pour ça que si je peux rentrer dans ces zones-là et avoir un stop loss ici, ce serait le top. Mais pareil, il ne faudrait pas faire une mèche qui va au-dessus. Il faudrait vraiment qu'on reste à l'intérieur du ruban. Donc, voilà pour ça. Autre chose, tiens, qui me conforte un peu dans le fait qu'on pourrait avoir un top sur cette bougie-là et que là, on commence à être sur la fin de notre rebond et on chute plus bas, c'est le MACD. Le MACD, rappelez-vous, tac, on a vu ensemble, on a vu que en général, ce qui annonçait les tops, c'est pas universel, hein, mais ce qui marche plutôt bien, c'est de voir que le volume acheteur est un petit peu moins gros que la semaine dernière. Et dès qu'on voit ça, en général, c'est là où on marque le top et que du coup, le pic est derrière nous. C'est pas tout le temps vrai, il y a des périodes où, comme ici, on fait un premier top, on redescend un peu, après on refait un deuxième top et on redescend. Mais souvent, on va vraiment chercher un pic de volume, on redescend. Ici, un pic de volume redescend, un pic de volume redescend, etc., etc. Et là, vous voyez, on pourrait avoir ce pic de volume qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment notre MCDK croisé qui a remonté. On a eu nos 4 belles bougies vertes. Et là, on commence à entamer le blanc. C'est-à-dire que là, les semaines qui ont suivi ici, on a eu moins de volume acheteur que ce qu'on avait sur ici.
et que donc on pourrait avoir notre top là, et que petit à petit, ouais, on redescend, et du coup on forme notre rebond avec le croisement bearish qui repart à la baisse. Bon, après là, pareil, hein, MACD, à pas oublier, c'est pas un indicateur magique, c'est juste un indicateur de momentum, donc en fait, c'est une conséquence, si vous voulez, du cours. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Souvent les patterns, quand même, se reproduisent. Donc voilà, pour tout ça, sur BTC, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, je crois. Il y a quand même quelques altcoins qui arrivent bien à perf. Alors, vous voyez, ETH, compliqué, très compliqué, parce qu'il décroche complètement. Il décroche complètement, il est quasi aussi bas, plus bas que de son point bas que son plus haut ici, quoi. Ça, c'est ouf. Alors, BTC est beaucoup plus haut que ça dans son rebond. Par contre, on a certains altcoins, ouais, comme le Hype. Regardez ça, c'est n'importe quoi. On vient de tout short squeeze là. On vient faire un nouveau plus haut. On est en ATH sur le Hype, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je pense que c'est les rumeurs autour du fait qu'ils vont sortir un, une plateforme comme Polymarket qui fait que ça pump autant. Donc voilà, c'était un token que je voulais recharger là pour le bear market, mais ça va être dur de recharger ça si descend pas. Il y avait ça, sinon l'S&P, il s'arrête jamais lui aussi, c'est une folie, regardez ça. On a à peine corrigé qu'on repart direct. La même chose pour le Nasdaq. Et le dollar qu'on a vu ensemble tout à l'heure sur Twitter, ouais, qui continue son range. Là, pareil, vraiment à surveiller. Vous voyez, on a fait un petit pic ici de chasse, enfin de déviation, de chasse de liquidité. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller casser vers le haut et du coup d'accélérer house et du coup accélérer la baisse de BTC au passage. Voilà pour tout ça. Ah oui, tiens, je vais vous parler de FOMO. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un compte où vous pouvez suivre tous les trades, enfin pas les trades, mais plutôt les investissements que je fais, surtout sur les small caps. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, à chaque fois, je vous partage qu'est-ce que je fais, mais du coup, c'est pas en temps réel et vous voyez pas mes positions qui évoluent en temps réel. Alors que là, du coup, c'est complètement fait pour. Et en gros, je vais te donner un exemple. Alors, j'ajoute tout juste de m'inscrire. Et par exemple, regardez, là, on va prendre ce mec-là. Alors, c'est un mec qui est très très chaud, je crois. Ouais, il a 400 000 dollars de portefeuille, c'est pas mal. Ça fait très très bien. Et ouais, il a fait 92 000 dollars sur 30 jours. Bon, c'est assez exceptionnel. Il est dans le meilleur des traders. Et en gros, vous voyez, quand vous allez sur son profil, alors c'est relié à son Twitter. Et quand vous allez sur son profil, vous pouvez descendre. Vous voyez exactement, vous voyez, par exemple, là, il a 2000 dollars de cash, ce qui est très, très peu par rapport à son capital qu'il a en crypto. Et vous voyez toutes ses positions. Genre, par exemple, là, il a 260 000 dollars de Genius. Il a 74 000 dollars de Pitch, etc., etc. Et vous pouvez voir aussi les positions du coup qu'il a close. Ouais, là, par exemple, il a close ce token. Il a fait 94 000 dollars de profit, ce qui est énorme. Là, 700%, 73 000 dollars de profit, etc. Et vous pouvez tout voir, en fait, comment il gagne, comment il perd selon ses positions et voir son portefeuille évoluer en temps réel. Du coup, voilà, c'est plutôt bien foutu comme appli. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Du coup, je voulais m'y mettre pour vous puissiez voir un peu sur quoi je me positionne. Pour l'instant, j'ai encore rien mis, mais voilà, je pense que j'ai déposé un peu d'argent pour suivre les small caps. Alors, vu qu'actuellement, c'est pas la meilleure période pour être sur les small caps, vu que je suis plutôt dans l'optique de short et d'aller chercher un plus bas, je veux pas mettre des grosses positions, mais juste, voilà, dès que j'ai des infos intéressantes sur quelques tokens, etc., dès que j'ai des thèses d'investissement intéressantes, je pense que j'achèterai un peu par-ci par-là avec quelques milliers de dollars et du coup je les mettrai en position sur mon compte FOMO. Donc si vous voulez suivre, c'est cet arrobase. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte, normalement j'ai un lien, ouais, il y a 25% et normalement je peux vous redistribuer 10%. Donc si vous passez par mon lien ici, je vous le mettrai en description, vous pouvez avoir 10%, je crois, qui vous est retourné en termes de frais. Donc ouais, n'hésitez pas à follow. Après, personnellement, en toute transparence, je suis pas sponsor. J'ai aucun lien avec FOMO. J'ai juste mon lien référence là de 25%. Et juste trouvé ça cool de pouvoir vous partager ça quoi, en transparence sur mes investissements. Donc ouais, n'hésitez pas à me follow avec cette arrobase. Et tiens, oui, en parlant de small caps, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'étais rentré sur Clud. J'ai dû vous en parler dans une vidéo rapidement. Bon, c'est pas la folie en ce moment parce qu'il y a le MGMA que j'avais bien chargé qui s'est fait détruire avec la chute tout simplement des cryptos quand on est passé après le Dead Cat Bones et 98 000. Et ouais, j'ai toujours holdé mes MGMA, mais je les ai toujours de côté, je les ai pas vendus, mais c'est vrai que pour l'instant, on est très très bas. Ça peut repartir, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué à voir quand il y aura le FOMO des altcoins, des bumpcoins qui va revenir. Mais par contre, le CLUD, c'est deux seuls tokens que j'avais holdés là, le CLUD et le MGMA. Et le CLUD est bien monté. Alors j'avais acheté un peu haut ici, j'avais racheté ici un peu plus bas. Et derrière, ouais, il est bien remonté. Il est passé de 500 000 à 4 millions et quelques. J'en ai vendu une partie là vers les 2 millions et j'en ai revendu à 3 millions. Et du coup, là, j'en ai encore un peu de côté. J'ai fait un peu de profit avec et j'attends qu'il remonte vers 5, 6, voire 8 millions pour en revendre. Donc, ça, pour l'instant, je n'ai pas rechargé. S'il redescend là en dessous des 1 million, 1 million 6, je rechargerai pour essayer de revendre après plus haut. Mais ça, vous voyez, c'est le genre de small cap, ce qui n'est pas très élevé en termes de market cap, que du coup, je mettrai sur FOMO. Et le dernier truc que je vais vous parler, alors ça, c'est pas un small caps, il n'est pas encore sorti, c'est Dropi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé aussi. Il y a pas mal de temps déjà, et en fait, ils avaient déporté leur listing parce que c'était trop le bordel au niveau du marché, il n'y avait rien qui marchait, donc c'était plus intéressant pour eux d'attendre.
Et là, sur les derniers mois, je pense qu'il n'y a aucun projet comme ça il y a 0 projet que je vous ai parlé, je vous ai fait que l'analyse technique parce qu'en fait, pour moi, il n'y avait rien d'intéressant dans le sens où le marché n'était pas du tout optimal pour, si vous voulez, faire apporter du volume sur des nouveaux projets comme ça qui se lancent. Et même si là, je trouve que c'est encore pas forcément l'idéal comme moment, c'est quand même un peu mieux niveau volume, mais bon, c'est pas la folie non plus. C'est pour ça que là, je prends beaucoup de précautions pour vous parler de ça. Mais là, ce que je trouvais intéressant avec Tropi, en fait, ce qu'ils ont changé par rapport à ce que c'était de base comme projet, c'est qu'ils ont changé 2 choses qui peuvent potentiellement marcher. Les 2 choses, c'est Ton, avec la blockchain Tron. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais on a eu un peu de FOMO autour de Ton et de Tron par rapport à Telegram, parce qu'ils ont relié le token Ton à Telegram. Il y a eu ça, et du coup, vous allez voir que le projet Dropi est pas mal ancré dans l'écosystème Ton. Et le deuxième truc, le plus intéressant, c'est qu'ils se sont tournés sur un outil IA qui, du coup, est vraiment dans l'air du temps de ce qui se passe en ce moment sur les marchés autour de l'IA. Je ne apprends rien. Même si, là, pareil, au final, quand tu as tout le monde qui est sur un marché, tu as énormément de concurrence. Et du coup, ils vont sur un marché qui est plus intéressant que ce qu'ils avaient de base, mais le marché est tellement concurrentiel que c'est aussi pas forcément aussi facile en fait que ça en a l'air. Et du coup là, ce qu'ils ont sorti, ça s'appelle Dropi Create. En gros, c'est un moteur IA qui est capable de créer des apps sur Telegram, des mini-apps sur Telegram en quelques minutes. Et c'est typiquement le truc qu'on a par exemple avec Claude Code. C'est encore différent parce que c'est quand même plus poussé, je trouve, Claude Code en termes de complexité. Mais c'est ce qu'on a avec quelques apps IA qui marchent très bien en ce moment, où en gros, au lieu de se casser la tête à essayer de coder par soi-même une app qui prend énormément de temps parce qu'il faut avoir beaucoup de recul en code, et bien là, en fait, juste tu fais un prompt à l'IA qui te donne directement une app déjà codée, déjà faite par l'IA, quoi. Et ça, c'est hyper pratique, c'est hyper facile à utiliser. Et du coup, là, le moteur IA qu'ils ont mis en place, en fait, donc tu lui donnes un prompt et derrière, et voilà, il crée une mini-app sur Telegram sans que tu aies besoin de coder, sans avoir besoin d'équipe de dev, sans avoir besoin de passer par l'Apple Store ou autre. Et vu qu'actuellement, tu as Telegram qui sont en train de pousser leur token Ton à fond, avec des frais qui sont quasi inexistants, tu as très peu de frais, et ben tu peux avoir en fait un accès hyper facile à ça, qui fait que le potentiel utilisateur, il est énorme derrière. Du coup, la Dropi, ils ont vraiment envie de devenir en fait l'infrastructure qui permet à n'importe quelle personne en fait de pouvoir lancer son app directement sur Telegram. Un peu comme fait au final Shopify avec la création de sites en e-commerce sur Internet, mais là cette fois-ci Dropi pour Telegram. Et l'avantage du coup qu'ils ont Dropi là-dedans, c'est qu'en fait ils ont déjà une base d'utilisateurs, ils ont déjà 13 millions d'utilisateurs, ils ont, attendez, j'ai noté quelques trucs, 2,5 millions de revenus avant le TGE, donc c'est-à-dire ils font déjà des profits avant que le TGE de leur token se lance, et ils ont 8 apps qui sont en live et qui fonctionnent. Et derrière, le modèle économique qu'ils ont mis en place pour du coup le token Dropi, c'est en gros, les créateurs, ils utilisent le token pour accéder au crédit IA ou aux outils premium, exactement comme on a par exemple avec Claude Code, où tu achètes un abonnement qui te permet d'avoir un certain nombre de coins pour faire des requêtes sur Claude. Et en fait, si tu dépasses ça, en fait, tu payes des jetons. Tu payes par exemple des tokens pour avoir un certain nombre de résultats avec l'IA sur ce qu'elle code. Et là, c'est la même chose, sauf que tout passe par le token du coup Dropi. Ce qui fait que plus tu as de gens qui l'utilisent, plus tu as de gens qui veulent créer des apps, créer du code avec, et plus ils vont devoir acheter du token pour acheter, en fait, pour dépenser en token et donc utiliser l'application IA qui fait des apps. Et ça peut être fort parce qu'on a le combo de l'écosystème Telegram qui a vraiment du potentiel parce que on a Telegram qui marche très bien, qui est hyper utilisé, surtout dans le monde de la crypto, et qui en plus maintenant est lié à Ton et qui est poussé par Tron et par Telegram. On a le token Dropi du coup qui va être listé et qui va sortir, qui est donc avec le modèle économique qu'ils ont, qui peut être très utilisé et très demandé si la demande augmente par rapport à l'utilisation de cette IA, de ce modèle-là. Et on a déjà des entreprises comme par exemple Voodoo qui a très bien marché, qui a fait 600, je l'ai devant moi là, c'est hallucinant, je ne sais pas si c'était autant, 670 millions de dollars par an. Et c'est une dinguerie, avec la même stratégie, avec des centaines de jeux et des cycles, avec des cycles de lancement comme ça. Et en fait, eux, ils peuvent prendre le même style de part de marché. Donc, je ne sais pas s'ils feront 670 millions de dollars par an, parce que c'est énorme, mais déjà juste, ils prennent une part de marché de ça suffirait clairement. Donc, à voir, parce que d'un côté, comme j'explique,
Je vous ai pas parlé de nouveaux projets comme ça depuis je sais pas combien de temps, depuis des mois et des mois et des mois, parce que je trouve que le marché est pas intéressant, moins intéressant pour lancer des nouveaux projets comme ça. Mais à la fois, là, c'est vraiment avec l'IA, avec l'écosystème Tron, l'écosystème Telegram et l'écosystème de Tron avec le token Tron qui sont pas mal, qui ont pas mal de potentiel. Et du coup, ça peut bien marcher. Donc, à surveiller. Il y a le listing qui est demain. Alors, j'arrive un peu tard pour en parler parce qu'on est le 26 mai. Le listing est demain le 27. Mais voilà, c'est quelque chose que je vais regarder, que je vais surveiller. Et que je vous reparlerai du coup dans la prochaine vidéo, voir comment on a eu le listing. De mon côté, pour être totalement transparent, j'ai une allocation de tokens chez eux. Du coup, là, je vais voir si ça va marcher ou pas. Après, je suis plus dans l'optique de hold perso mes tokens. De toute façon, j'ai une lock-in, j'ai un nombre de jours, enfin un nombre de mois bloqués sur mes tokens. Je suis plutôt dans l'optique de le holder parce que derrière, je pense que le plus gros en fait, des profits se fera quand on aura quand on aura la prochaine tendance haussière sur les cryptos qui apportera du volume et qui fera péter ce genre de projet. Donc voilà, à surveiller. Et on finit avec le commentaire du jour. Commentaire du jour, tiens, de Stéphane, alors qui est un peu long, il a dit pas mal de choses, mais franchement, ça fait plaisir. Il dit que ça fait plusieurs années qu'il nous suit, etc. Et que ouais, ça fait plaisir sur les vidéos. Franchement, merci. Trop cool comme message. Et tu me demandes comment identifier les zones de rechargement ou de longue. Franchement, regarde ce que je dis là dans la vidéo. Tu vas voir, là, je suis plutôt en mode short et je t'explique comment, moi, personnellement, je vise mon short par rapport au rebond mobile, par rapport au FEG, par rapport aux zones de liquidité qui sont assez importantes. Et c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'on est entre vues en ce moment. Je pense aussi, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en commentaire sous les vidéos, mais ça fait plaisir. Moi, je kiffe ce genre de moment. En fait, j'ai l'impression de revenir au début quand je faisais 2-3 000 vues par vidéo et qu'on n'était pas très nombreux. Mathéo avec 2T aussi, ça fait plaisir, bien vu. Et tiens, je vais raconter un truc marrant. La dernière fois, il y a quelqu'un sous mon tweet qui m'a mis ouais, où est-ce que je peux te voir? J'arrive à Malte semaine pro. Où est-ce que je peux te voir? Et du coup, je lui ai répondu en commentaire et je lui ai dit bah, viens au parc de street parce que je fais toujours pas mal de street workout, la calisthénie dehors à Malte. Et je lui ai dit passe au parc de street vers 18h, j'y serai peut-être. Et du coup, moi, j'y vais régulièrement. Et là, je suis au parc de street avec mes potes tranquilles. Je fais des tractions, je fais des dips. Et là, il y a un mec, il arrive, il paye pas de mine, vraiment pas si musclé que ça, etc. Il arrive, il se met sur les barres de dips, donc les barres assez hautes. Et là, paf, il se met en handstand, donc sur les mains en fait. Et après, il se met en une main, il fait un one arm. C'est-à-dire que c'est des trucs que j'essaie d'apprendre depuis un mois que j'arrive pas. Il fait un one arm, c'est-à-dire il fait un handstand à une main sur les barres de dips. Donc truc très très dur à faire. Et là, il se pose, il arrête, il marche vers moi et il fait salut, c'est moi, le mec qui t'a mis un commentaire sous la vidéo du jour. Et du coup, c'était trop cool. On a bien sympathisé et du coup, ça m'a fait rire d'en rencontrer comme ça. Et si jamais vous passez dans le coin, si jamais vous passez à Malte, n'hésitez pas à passer au parc de street à Slima, j'y suis souvent. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à passer en inscription. Je vous mettrai les infos si vous voulez pour Dropi si ça vous intéresse. Et je vous mettrai aussi surtout le compte FOMO si vous voulez le suivre. N'hésitez pas à le faire. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao!